Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque cette présidentielle 2022. Parlons de Valérie Pécresse qui se relance après une semaine allée un peu difficile. Il y a eu beaucoup de critiques après son meeting du Zénith. Il y a eu des indiscrétions venant du bureau de Nicolas Sarkozy avec des petites piques visiblement pas très agréables. Aujourd'hui, elle est en Vendée, avant les Alpes-Maritimes demain. Meeting ce soir, meeting demain. On va écouter Valérie Pécresse sur cette semaine difficile. Elle dit, bon, il y a toujours des turbulences dans une campagne. Je considère qu'une campagne, c'est évidemment beaucoup de turbulences et je suis totalement déterminée à montrer que mon projet, c'est le projet de rupture que la France attend pour être réparée, pour être réconciliée, pour être à nouveau unie et forte, comme le voulaient Clémenceau et le maréchal Delattre. Voilà pour Valérie Pécresse. Élodie Huchard et Michaël Chaouyou sont sur place en Vendée. Élodie, la candidate se relance après cette semaine difficile, c'est cela ? Oui, Laurence, Valérie Pécresse qui continue sa campagne sur le terrain. Elle est aujourd'hui en Vendée. On le sait, la candidate traverse une semaine compliquée. Il y a eu ce meeting au Zénith dimanche. Les sondages ne sont pas très bons. Et puis finalement, Valérie Pécresse continue d'afficher un large sourire. Elle nous disait tout à l'heure, c'est normal qu'en campagne présidentielle, il y ait des turbulences. Elle veut continuer à tracer sa route, à convaincre grâce à son programme. Elle qui continue de vouloir s'afficher comme l'opposante numéro 1 à Emmanuel Macron. L'un de ses proches nous confiait il y a quelques jours qu'elle était bien meilleure dans l'adversité et puis surtout sur le terrain. Valérie Pécresse retrouve des formats qui lui conviennent mieux. Elle est dans l'échange plus direct avec les Français. Ce soir, elle tiendra une réunion publique dans un format beaucoup plus intimiste que le grand Zénith de dimanche. Et puis il y a eu cette phrase de Bruno Retailleau tout à l'heure. Ils ont visité ensemble la maison de naissance de Clémenceau et puis il a réutilisé ce surnom du tigre et Bruno Retailleau tout à l'heure l'affirmait. Valérie Pécresse est une tigresse selon lui. Élodie Huchard avec Michaël Chaouyou. Vincent Jeanbrun, évidemment vous soutenez Valérie Pécresse, vous êtes orateur de sa campagne. Ça y est, la page du Zénith est tournée, vous êtes dans la suite de la bagarre ? On est totalement investi sur la suite et vous l'avez vu, Valérie Pécresse tient bon, elle est totalement rayonnante, elle est totalement déterminée et en même temps elle a de bonnes raisons de le faire puisque, encore une fois, elle a l'équipe de France qui va bien. Autour d'elle, plein de personnalités très expérimentées qui sont capables de pousser et de faire une belle campagne. Le projet qui va bien. On le voit, on n'en parle plus beaucoup, mais sur les parrainages, elle sera la candidate la mieux parrainée de France parce qu'il y a un réseau d'élus derrière elle qui est considérable. Et ça fera la différence dans une campagne bien plus que l'estrade d'un meeting. C'est quand vous avez des élus locaux qui sont dans le terrain, proches de leur population, aux quatre coins de la France, qui vous disent voilà pourquoi on choisit cette candidate et voilà pourquoi dans ses propositions ça a changé la donne. Eh ben oui, je suis désolé, on a des vraies chances. Et le fléchissement des sondages, bon, ça dépend des instituts, mais il y aurait un fléchissement. Le coup de Jacques Chirac avec la queue du chien, ça va, ça vient. Voilà. Donc, mais vous savez, pour le coup, vraiment, les sondages très bien. En plus, c'est normal avec tout ce qui nous est tombé dessus suite au meeting. Il n'y a pas un plateau télé où il n'y a pas eu l'opprobre jeté sur Valérie Pécresse. Enfin, d'ailleurs, objectivement, vous verrez que ça la fera remonter dans les sondages parce que c'était trop, c'était exagéré. Que c'est pas été la meilleure prestation orale très bien, ok. Mais de là à taper autant sans jamais parler du fond, c'était extrêmement. Je veux que vous réagissiez. Allez, ouais, je suis pas d'accord. Alors oui, par contre, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est les sondages. Voilà, c'est un jour, ça donne peut-être une estimation un jour J, mais il faut pas en faire une fin en soi. La campagne est encore longue, il va se passer plein de choses. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Peut-être un candidat. Maintenant, un jour. oui, mais il était dans les sondages en tant que président sortant, donc ça, c'est pas un sujet. Mais maintenant, sur le sujet de Valérie Pécresse, c'est le sujet qui est en permanence depuis quelques jours, jeter l'opprobre sur la candidate, procès en misogynie, etc. Non, au contraire, Valérie Pécresse, et je le dis franchement en vous regardant, et j'en suis fière en tant que femme, porte une candidature, point. C'est pas une candidature féminine, c'est une candidature point. Et c'est à ce titre-là, effectivement, qu'elle est critiquée en bien ou en mal sur la base de ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Maintenant, sur la forme, je suis d'accord, une fois qu'on en a fait une phrase, on peut passer et regarder le fond. Et en revanche, c'est sur le fond, là, oui, où je le dis et je le redis, je l'ai dit hier d'ailleurs en séance au Conseil régional, qu'elle préside d'ailleurs, où oui, sur le fond, je m'opposerai à elle, parce que sur le sujet du grand remplacement, ce n'est pas anecdotique. Et c'est normal que l'ensemble de la classe politique républicaine se soit jetée sur ce sujet
sujet-là, parce que c'est extrêmement grave venant de la part de quelqu'un qui a quitté les Républicains parce qu'elle dénonçait une dérive droitière. Aujourd'hui, au sein des Républicains, c'est elle qui incarne cette dérive droitière, monsieur. Elle a totalement précisé. Si vous me permettez simplement de le rappeler, parce que je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Le mot grand remplacement a été évoqué dans son discours au meeting, et de la même manière qu'elle l'a évoqué depuis le démarrage du Congrès et toute la campagne, systématiquement elle a dit « Je suis une troisième voie entre le déclassement que nous promet Emmanuel Macron par son inaction et la théorie du grand remplacement d'Éric Zemmour. » Et donc, les Français de papier, c'est quoi alors ? Parce qu'elle combat avec la même ardeur Éric Zemmour et expliquez-moi les Français de papier, s'il vous plaît. Macron, et dites-moi qu'elle s'est trompée là aussi. Dites-moi qu'elle s'est trompée, je veux bien l'entendre. Sur les Français de papier, si vous ne regardez que ça, effectivement, ça peut interpeller. Que ça, c'est extrêmement grave. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'elle a parlé des Français de cœur. Et moi, cette idée des Français de cœur, il n'y a pas de Français de papier, il y a des Français tout court. Mais bien sûr qu'il y a des Français de cœur. Il y a des même Français des Français tout qui n'ont pas les papiers. Alors vous êtes Français de quoi, vous ? Mais moi, je suis totalement Français de cœur. Parce que j'aime ce pays, c'est pour ça que je me suis investi. Et peu importe. Non, c'est un sujet de fond, et pour le coup, vous devriez être intéressé. C'est un sujet d'identité. Allez, terminez votre dialogue, et après, je vous laisse la parole. Si on aime la France, et qu'on se bat pour elle, eh ben on est Français. Moi, j'aime cette idée. Merci, nous sommes d'accord. Alors, Andrea Cotarac du Rassemblement national. Madame Pécresse, une tigresse, non. Madame Pécresse, la charrette d'Emmanuel Macron. C'est la même chose. Elle nous parle de rupture. En réalité, c'est une continuité. On va vous parler de fond et de faits. Madame Pécresse est celle qui a supprimé 12 000 postes de policiers et gendarmes. À l'heure où 60% des Français condamnent la politique du gouvernement, avec 60% justement de personnes qui sont insatisfaits par le gouvernement d'Emmanuel Macron. On nous parle de laïcité, de grands remplacements, je ne sais quoi. Madame Pécresse a un bras droit qui s'appelle Monsieur Caram, qui ne respecte pas la laïcité. Pourquoi ? Alors expliquez-nous, parce que là... Pardon, on a le droit de parler ou pas ? Vous allez rentrer dans la diffamation. Monsieur, je ne parlez pas des absents, Patrick Caram. J'ai débattu avec Monsieur Caram. C'est pas la peine de l'attaquer. Je ne l'attaque pas. Je dis que Madame Pécresse... Parce qu'elle nous écoute, là. On ne va pas terminer. Portée dans l'hémicycle régional qui a inspiré d'autres collectivités et l'État. Donc n'attaquez pas Patrick Caram. Vous me trouverez toujours à le défendre. La loi de 1905. La République ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. Que faisait Monsieur Caram, élu de la République française, dans un meeting des musulmans du 93. Que faisait-il à faire applaudir un imam? Donc Madame Pécresse dit n'importe quoi. Et enfin, je termine, Madame Ferrari. Et enfin, je termine, s'il vous plaît. Et lui, il a le droit de Madame terminer. Pécresse nous explique qu'elle est contre l'immigration, nous explique qu'elle est contre l'islamisme. Là aussi, c'est une personne qui était membre du gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui a attaqué la Libye, qui a fait de ce pays le plus riche d'Afrique un terrain de jeu pour djihadistes, et qui a fait de la Libye le chemin justement des clandestins, et qui a fait de la Méditerranée un cimetière. Donc s'il vous plaît, vous êtes juste la continuité. La réponse de Vincent Jeanbrun qui a attaqué, puis je vous passe la parole. Oui, d'un mot extrêmement court. D'abord pour réaffirmer mon soutien à mon collègue Patrick Caram, qui encore une fois était l'initiative de la charte de la laïcité, mais simplement pour vous dire... Je parle pas de la charte, je parle de la loi. Très bien. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Le ministre de l'Intérieur en France, il est aussi ministre des cultes. Et en tant que responsable public, moi je suis maire dans ma commune, je vais parler aux communautés religieuses. Je n'en soutiens spécifiquement aucune. Mais évidemment que je vais discuter avec les différentes communautés dans ma ville. C'est normal. Un curé ou un imam que d'aller dans un meeting des musulmans et de faire applaudir un imam. Je crois qu'on a compris ce que vous vouliez dire, Monsieur Cotarac. Je crois qu'on a compris. Karim Zeribi. Je voudrais parler de la campagne électorale, si ce n'est Patrick Caram, avec qui j'ai beaucoup débattu sur CNews. C'est un républicain, c'est un laïc. Je pense qu'il ne faut pas parler de lui en son absence de la sorte. Ça n'est pas très éthique. Donc, débattez quand il est là. Là, aujourd'hui, je pense que Patrick Caram est un républicain laïque. Sur la campagne présidentielle. Moi, je crois que nous sommes des observateurs attentifs. On est passionnés par les sondages, parce qu'on voit que ça peut prendre 2 points, 3 points. Nous sommes à 50 jours. Une campagne présidentielle est faite d'aléas, de dynamique, de doutes, parfois de moments difficiles. Je suis convaincu que la photographie de l'instant ne sera pas celle de l'arrivée. C'est écrit. Ça a toujours été comme ça. De toutes les élections à la 5e République, quand vous regardez 50 jours avant, c'est rarement le résultat final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas comment vont réagir les Français qui vont rentrer petit à petit dans la campagne? Parce que là, effectivement, ils n'y sont qu'à 58%. Mais quand ils vont s'y intéresser de plus en plus, semaine après semaine, comment va être perçue l'entrée en campagne du président de la République, qui deviendra candidat? Là, il y a une équation à laquelle on ne peut pas répondre. Est-ce que ça va solidifier son socle? Est-ce qu'à un moment donné, on va le prendre pour un candidat et donc on va être plus dans le regard du bilan, avec un regard critique auquel les Français peut-être porteront un œil plus attentif? Mélenchon,
qui est à 11 aujourd'hui dans les sondages, est quand même peut-être le candidat le mieux placé à gauche, qui cristallisera autour de lui ce que Ségolène Royal a appelé le vote utile, on va y revenir, de Laurence, mais je suis sûr qu'il sera bien plus haut. Éric Zemmour, qui débauche du RN, mais qui finalement n'a aucune, je dirais, prise sur les LR aujourd'hui, parce que Valérie Pécresse arrive quand même à solidifier sa famille politique, de l'UDI à Éric Ciotti, donc qui sont autour d'elle, même dans les moments de doute. Et donc là, c'est un moment important pour Valérie Pécresse, parce que si elle arrive à passer cette séquence-là, qui est une séquence difficile pour elle, ne le cachons pas, mais c'est une fille sérieuse, c'est une femme de dossier, qui préside la plus grande région d'Europe, donc elle n'est pas là par hasard, Valérie Pécresse. Donc elle a certainement des ressources qu'elle va nous faire partager dans les semaines à venir. Et puis il y a l'actualité. Souvent, dans une élection présidentielle, nous sommes portés par des faits, des phénomènes d'actualité. Et là, nul ne sait ce qu'ils seront dans les semaines qui viennent. Et ils avantageront certainement les uns ou les autres en fonction des sensibilités, parce que les Français, effectivement, se prononceront aussi. Mais je suis sûr que jusqu'à la dernière semaine, ce scrutin-là sera totalement incertain. Prisca Thévenot de La République En Marche, évidemment, tout cela, il y a la question d'Emmanuel Macron, quand est-ce qu'il sera candidat. Bon, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il le soit. La crise géopolitique en Ukraine n'est pas encore terminée. Il pourrait aller jusqu'au la date butoir, c'est-à-dire le 4 mars, attendre jusqu'au 4 mars avant de se déclarer. Est-ce que ça serait pas une façon d'escamoter le débat démocratique, quand même, de cette campagne électorale? On n'escamote pas le débat démocratique, puisque de toute façon, nous sommes tous bien présents, aussi bien des orateurs que des porte-paroles, que l'ensemble des militants et des élus mobilisés pour répondre aux questions sur les plateaux, dans les médias, mais également auprès des Français. Nous sommes tout le temps sur le terrain. Donc je pense que les Français apprécieront aussi que le débat puisse se passer sereinement en France, parce que la situation diplomatique européenne et à l'international est apaisée. Comment faire un débat le plus apaisé possible si on a encore des bruits de bottes aux frontières de l'Europe et puis une situation au Mali à gérer? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Donc maintenant, si effectivement d'autres candidats qui sont par ailleurs députés nationaux ou présidents de région ont du temps à consacrer à la campagne, tant mieux pour eux, vraiment tant mieux pour eux. Le président de la République, lui, on a encore besoin de lui dans sa fonction pour laquelle il est élu depuis 2017, monsieur Jeanbrun. Allez-y, monsieur Jeanbrun. Le président est peut-être occupé, mais tous les ministres sont en campagne avec le chéquier de l'État depuis des mois maintenant. Agnès Pannier-Runacher, par exemple, aujourd'hui était en train d'ouvrir une nouvelle usine qui a été relocalisée grâce à son action. On a l'impression elle n'est pas en campagne, elle est sur le terrain. Prisca Thévenot, mais c'est un mensonge là. C'est pas un mensonge. Moi, dans ma commune, j'ai 2 ministres. Où était hier, par exemple, Valérie Pécresse? Qui viennent parce que c'est les élections législatives. Elle est en train de prendre un café avec vos militants plutôt que d'être en région où on siégeait tous. Bon, on peut pas s'entendre parler, mais je vous dis simplement en tout cas qu'il y a quand même une inégalité. On parle d'escamoter le débat démocratique, vous avez raison, tout au long de l'année, tout au long de ce mandat, on a pu débattre entre nous, on est dans une démocratie, c'est passionnant. Mais là, il y a quand même une inégalité de traitement qui est incroyable. Emmanuel Macron a le chéquier de la République pour faire sa campagne. À chaque fois qu'il se déplace, dans une élection locale, un maire sortant n'aurait pas le droit d'utiliser les moyens de sa mairie. Il y a la Commission nationale des comptes. Enfin, s'il y a besoin de réactiver. Sauf qu'elle ne s'active qu'à partir du moment. Mais arrêtez. Ça, c'est un président. Jamais on a vu un président si tard. Si. Et en plus, François Mitterrand. Promettre comme il a promis des milliards à tout le monde. Enfin, si c'est ça votre seule riposte, ça commence à être un peu lassant. Non, mais ça montre qu'il y a urgence. Ça montre qu'il y a urgence. Non, simplement, je suis d'accord avec M. Zeribi sur le fait que l'actualité peut faire la campagne, mais il y a quand même une base programmatique. Quand je vois que Mme Pécresse publie ses propositions économiques, les fait savoir, et que dans le même temps, quand elle va voir le MEDEF lui dit non, il faut revoir la copie, et qu'elle dit d'accord, je vais revoir la copie, on ne peut pas dire qu'il y a un cap. Donc c'est pas simplement l'actualité qui vous guide, il faut avoir un cap. Maintenant, le gros problème de M. Macron, au-delà des comptes de campagne, c'est qu'on aimerait parler de son bilan. Quand M. Zemmour fait ses coups de rallier un tel ou un tel, on ne parle pas de son bilan. Quand M. Macron dit qu'il emmerde les Français non vaccinés, tout le monde saute dessus, on ne parle pas de son bilan. Son bilan, c'est, je lis ici, la précarité énergétique, c'est l'insécurité avec un bilan catastrophique, c'est la justice où 90% des Français, c'est votre sondage, explique que la justice n'est pas assez sévère dans ce pays. C'est 12 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer. Fin 2022, ce sera 24 millions. Vous imaginez ? Plus d'un Français sur 5 qui ne pourra plus se chauffer. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. On peut parler des emplois industriels, on peut parler de la laïcité, on peut parler... Vous dites qu'il y a des bruits de bottes en Russie, en Ukraine, c'est complètement faux, puisque M. Poutine a retiré ses troupes. Par contre, je constate que même lorsqu'il a retiré ses troupes, parce que dit le président Biden aujourd'hui, sa bouche redouble le risque de guerre tellement l'incompétence est forte, puisqu'elle insulte la Russie. Et qu'elle se met même la Suisse à dos. On est en train de défendre la Russie là maintenant. Alors, ce qui empêche les candidats
de faire les propositions sur tous les sujets passionnants que vous évoquez. On a des émissions politiques tous les jours. Et il y en a sur CNews en permanence. Qu'est-ce qui empêche les candidats? Vous avez besoin d'Emmanuel Macron pour faire des propositions? J'ai besoin que le président fasse son bilan. Vous vous souvenez de M. Hollande? M. Hollande ne s'est pas présenté en décembre 2016 parce qu'il était tellement moins stratège, un bilan tellement nul, des sondages tellement nuls qu'il a dit bon je pars pas. M. Macron, lui, il attire l'attention, il fait diversion. C'est le Gérard Majax. Il emmerde les Français d'un côté, il pense à l'Ukraine de l'autre. Vous nommez vos amis au Conseil constitutionnel, donc on voit bien que vous parlez d'état de droit. Alors, on va laisser répondre Prisca. Oui, juste. En marge, fait croire que M. Macron fait peur. M. Biden, président des États-Unis, a bien dit que finalement c'était un coup d'épée dans l'eau, puisque 7000 soldats russes qui arrivent. Donc je ne sais pas à quoi serviront les entretiens avec le président. Une discussion pour faire de la désescalade, même votre candidate le reconnaît, je pense que ça serait pas très digne de venir en parler. Fait le contraire à l'Europe. Regardez, je vais vous répondre. Regardez, je vais vous répondre. Pistolet sur la tempe, vous aimez parler de fond et depuis tout à l'heure vous dites il est nul, la pistolet sur la tempe, etc. Ça n'apporte rien. Justement, vous avez parlé de laïcité. Vous avez parlé de laïcité et c'est bien parce que le RN aussi, vous avez un bilan à porter. Alors oui, vous n'êtes pas à l'Élysée, mais vous êtes au Parlement européen, vous êtes dans des conseils municipaux, vous êtes dans des conseils régionaux, départementaux et vous êtes à l'Assemblée nationale, là où on fabrique la loi. Pour parler de laïcité, avez-vous voté pour la loi séparatisme? Non. Pourquoi? Vous parlez parce que vous, en fait, ça vous arrange qu'on n'avance pas sur ce sujet. Je vous ai longtemps écouté, vous allez me laisser finir. Allez-y, je vous en prie. Vous parlez de sécurité. Avez-vous voté le projet de loi de finances qui permet d'augmenter les moyens à la police? C'est inefficace ce que vous proposez. Moi, je vais vous dire ce que j'ai proposé sur la laïcité. On va la laisser juste terminer, elle a pas ligne de France, on vous l'interrompt. Vraiment, encore une fois, moi j'aime bien le principe de toujours crier sur les déboires de la France. Et oui, il faut montrer ce qui se passe pas bien. Mais quand des propositions sont faites, et malheureusement elles ne viennent pas de vous, elles viennent de nous, la moindre des choses, c'est d'être un peu en cohérence avec ce que vous dites et voter les lois qui permettent d'avoir plus de forces de l'ordre sur les routes, d'avoir aussi effectivement des lois qui permettent d'en finir avec le séparatisme, mais aussi sur la loi sur la justice. 37 attentats déjoués depuis le début de l'année. 150 quartiers tenus par l'islamisme selon les renseignements intérieurs. Un professeur sur deux qui s'autocensure sur la laïcité. Là, vous êtes en train d'insulter nos forces de l'ordre. Là, vous êtes en train d'insulter nos forces de l'ordre. Vous insultez nos forces de l'ordre, donc vos lois sont inefficaces et on a raison de ne pas les voter. Et la loi Éric Dupond-Moretti, pourquoi vous ne l'avez pas votée? Celle qui met fin aux réductions de peine automatiques, celle qui met fin effectivement au rappel à la loi. Vous avez voté contre, vous êtes pour, ça veut dire. Prisca Thévenot, moi je rejoins totalement. Alors, chaque fois, le dénonce les problèmes et n'apporte jamais de solution. Et même quand on leur en apporte, ils ne les votent pas. Et quand le MEDEF dit que les solutions ne sont pas bonnes, on ne revoit pas la copie comme vous le faites. Sur la laïcité, pourquoi dans le sport ne pas avoir été au bout de la logique? C'est-à-dire d'interdire le port du voile dans le sport. Le port des signes religieux. Tous. Soyons cohérents. Oui, il y a l'enjeu du hijab, on va pas passer à côté, mais on est cohérent. La laïcité, c'est qu'il y a des espaces où on peut se défaire de justement ces conditions sociales, ces conditions de race, ces origines bien sûr, et évidemment la religion. Et donc pourquoi vous avez pas été au bout de ça? Une réponse rapide avant la pause. Non, c'est à la main. On n'a pas dit qu'on avait le droit de le faire, puisque je vous le redis et je l'ai dit d'ailleurs. Non mais vous n'avez pas dit qu'on n'a pas le droit, donc. Oui, non, mais les fédérations sont à la main et aujourd'hui, force est de constater que il n'y a pas à avoir d'objets politiques ou religieux ou politiques sur les endroits de sport. Non mais le sport, il y a l'Europe. L'Union européenne fait la promotion du hijab. Mais de quoi vous parlez là? On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On continuera à parler de cette campagne présidentielle, on regardera ce qui se passe aussi à gauche. Ségolène Royal qui ne soutient pas Jean-Luc Mélenchon, mais elle dit que c'est le vote utile à gauche. Et puis on reviendra aussi sur la stratégie de la droite. À tout de suite dans Punchline.